Bienvenue dans Laval en Mille et une cultures. Dans cette émission, nous allons parler de la commémoration de la tragédie de Polytechnique. On se souvient tous de cette journée tragique, en 6 décembre, où des jeunes femmes brillantes ont perdu la vie du fait d'un acte misogyne. À Laval, 2 tables de concertation en collaboration avec la ville de Laval ont tenu à inaugurer une trace permanente pour ces victimes-là. Nous sommes en présence de 2 des responsables de ces tables-là, Marie-Ève et Mélanie. Bonjour. 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 Voilà, alors on va d'abord vous laisser introduire vos organismes qui sont porteurs du projet. Oui. Bon, moi, je suis Marie-Ève Surprenant. Je suis la coordonnatrice de la table de concertation de Laval en conditions féminines. Donc, on est un regroupement féministe de groupes de femmes qui travaillent dans différents secteurs, donc l'éducation, l'immigration, la santé, la violence, et qui veulent se réunir pour faire des actions collectives. Et vous, Mélanie? Oui, je suis la coordonnatrice de la table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle de Laval. Donc, évidemment, c'est un regroupement d'organisations qui œuvrent pour contrer les violences sexuelles et les violences conjugales, la violence conjugale. Et vous êtes porteur du projet. Racontez-nous un peu l'historique. Comment ça s'est fait au fil des ans? Comment est venue l'idée de cette trace permanente? Bien, je dirais que depuis 1989, les groupes de femmes à Laval et plusieurs autres organisations commémorent le souvenir des victimes de Polytechnique. Et à chaque année, ça a pris des formes différentes, souvent en collaboration avec nos 2 regroupements. Et quand ça a été le 25e anniversaire, on a tenu une activité de commémoration devant la place extérieure du campus Laval de l'UDM, qui était très symbolique pour nous. Et on a émis le souhait auprès de la ville de Laval de pouvoir mettre une trace permanente pour expliquer aussi à la population le symbolisme, rappeler la mémoire des victimes de Polytechnique et d'avoir un lieu pour se réunir. Et pourquoi c'était important pour vous de le faire, que ça soit une trace permanente? Pourquoi c'était important? Comme le disait Marie-Ève, c'est important pour qu'on ait un lieu de commémoration, un lieu où est-ce que les gens peuvent venir se recueillir, réfléchir, et puis que ce soit marqué, qu'on se souvienne de ces femmes-là, mais qu'on se souvienne de toutes les violences qui sont faites envers les femmes. C'est important pour nous qu'il y ait un lieu où est-ce qu'on pouvait se recueillir à chaque année, le 6 décembre. Donc, la trace permanente à Laval prendra la forme d'une œuvre musicale par une compositrice. Est-ce qu'elle est lavalloise, la compositrice? Je ne crois pas. Elle a été choisie par appel de candidature. Oui, appel de candidature. Puis je peux peut-être vous dire un peu d'où vient cette idée-là, parce qu'au début, quand on a sollicité la ville de Laval, on était modeste dans nos ambitions. Ce qu'on voulait, c'était avant tout une plaque pour expliquer à la population, dans le fond, en mémoire des victimes de Polytechnique. Et quand on s'est mis à réfléchir avec la division des arts, on a exploré d'autres sentiers où nous, notre expertise n'est pas nécessairement en culture. Et on a regardé différentes avenues. Est-ce que ça pouvait être un objet? Est-ce que ça pouvait être une œuvre? Et là, on nous a parlé du carillon qui est sur la place Claude Léveillé, devant le campus de l'UDM. Donc, il y a une horloge, mais il y a aussi un carillon numérique. Donc, on peut faire jouer différentes œuvres, différentes compositions. Et c'est là que l'idée nous a été présentée et ça nous a particulièrement emballés parce que tout ce qu'on peut évoquer avec une œuvre musicale, ça dépasse beaucoup les mots, souvent. Et aussi, bien, c'est toutes les perspectives pour le futur d'une œuvre musicale qu'on peut bonifier, qu'on peut enrichir, qu'on peut dévoiler d'une façon différente à chaque année. Donc, on trouvait que ça sortait des sentiers battus. Puis des compositrices, on les connaît peu, les femmes dans ce secteur-là. Donc, c'était une façon pour nous aussi de mettre en valeur des femmes dans un métier qui est quand même assez méconnu et traditionnellement masculin. Alors, la compositrice choisie, c'est Estelle Lemire. Hein? Donc, êtes-vous au courant de la démarche
Écoutez, l'œuvre musicale est composée de 14 segments pour rappeler les 14 victimes de Polytechnique de 89. Puis, ça se veut une œuvre de recueillement, mais aussi porteur d'espoir. Je tiens à dire que dans l'appel d'offres, on a eu 14 candidatures, 14 femmes. Oui, on a été particulièrement touchés par le chiffre, par la symbolique que ça représentait. Ces 14 femmes qui se sont prêtées au jeu, qui ont posé leur candidature. Puis, c'était tous plus magnifiques les uns que les autres. C'était vraiment beau. Ceci dit, Estelle Lemire, c'est Luxe Externa. Le nom de l'œuvre, c'est très magnifique. Je vous invite à venir l'écouter là, en fin de journée aujourd'hui. D'accord. Donc, cette œuvre sera inaugurée en fin de journée. Puis, c'est quelque chose qui va jouer tous les 6 décembre ou bien... Oui. Oui, tous les 6 décembre. Après, ce qui est merveilleux avec ce carillon-là, c'est qu'il est là. C'est la propriété de la Ville de Laval. Donc, après... il pourra avoir une autre évolution aussi. On est aussi, le 6 décembre marque la fin des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, éventuellement, peut-être que cette composition-là pourrait jouer à chaque jour du 25 novembre au 6 décembre et plus de récurrence le 6 décembre aussi. Donc, les possibilités sont vastes et il y a aussi d'autres carillons numériques à travers le Canada. Donc, il y a des possibilités aussi pour le 30e qui s'en vient l'année prochaine. On aimerait beaucoup qu'il y ait un jumelage avec d'autres carillons à travers le Canada pour venir renforcer. Et en même temps, Laval pourrait faire œuvre de chef de file dans ce domaine-là culturel aussi. Vous, aujourd'hui, vous marquez cette journée, cette commémoration de la tuerie de Polytechnique, mais tout le long de l'année, vous travaillez sur des actions féministes, sur la violence, les agressions que subissent les femmes. Quelles sont vos attentes après cette journée? Est-ce qu'il y a des attentes particulières, un vœu que vous émettez aujourd'hui? Que les gens se mobilisent contre les violences sexuelles et conjugales, évidemment. Que les gouvernements prennent en compte les problématiques, qu'on trouve des places pour les personnes qui ont besoin de support, que ce soit en maison d'hébergement. Régulièrement, les maisons d'hébergement de Laval sont obligées de refuser des gens parce que la capacité est à pleine capacité. En agression sexuelle, c'est la même chose. Les victimes sont souvent confrontées à des listes d'attente pour avoir des soins. Donc, ça prend du financement supplémentaire pour venir en aide aux victimes. C'est un peu les meilleurs souhaits qu'on peut avoir, je pense. D'accord. Et est-ce que les choses ont évolué? Est-ce qu'il y a moins d'agressions? Parce qu'on voit maintenant de nouvelles formes d'agression dont sont victimes même les femmes, les féministes qui sont à l'avant-garde, qui se battent pour leurs droits. On parle de cyberviolence. Il y a eu un forum récemment. Est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent un optimisme ou il faut être pessimiste? Disons que les chiffres sont encore très accablants. On parle d'une femme sur 3 qui sera victime d'agression sexuelle dans sa vie. C'est des chiffres assez élevés. 25 000 femmes par année qui appellent à SOS violence conjugale qui fuient la violence et qui espèrent trouver un refuge dans une maison d'hébergement. Donc, 25 000 femmes par année, c'est un chiffre qui est catastrophique. On est en 2018 et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg parce qu'on sait que c'est seulement environ 20-25 % des femmes victimes de violences qui dénoncent, qui dévoilent, qui demandent de l'aide parce qu'il y a encore toute cette culture-là de la honte et la culture du viol qui fait que les victimes ne se sentent pas crues, entendues, écoutées. Donc, et malheureusement, les jeunes femmes sont surreprésentées aussi dans les maisons d'hébergement. Donc, c'est un fléau social qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de culture, mais qui malheureusement a un sexe. C'est vraiment les femmes qui sont victimes des violences patriarcales. Puis, vous, au niveau de la table de concertation en conditions féminines, est-ce qu'il y a des projets cette année, un plan d'action qui est mis en avant? On travaille sur plusieurs volets. On travaille aussi beaucoup en concertation avec la table en violence conjugale, agression sexuelle. Disons qu'un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la mise sur pied d'une nouvelle ressource à Laval, une maison pour femmes en difficulté. Donc, Mélanie le disait, les maisons pour femmes victimes de violences conjugales sont pleines, mais elles ne peuvent pas non plus répondre à tous les besoins des femmes. Il y a des femmes qui ont des problématiques multiples. Et à Laval, on n'a aucune ressource d'hébergement pour femmes en difficulté. Donc, elles sont systématiquement référées hors région et les régions limitrophes sont dans les mêmes réalités que nous. Leurs places sont à pleine capacité. Donc, c'est vraiment important que chaque femme puisse avoir de l'aide là où elle vit.
Est-ce que Laval est quand même une ville très multiculturelle? Là, on parle de Lavallois sur 2 qui seraient nés de parents immigrants. Est-ce que vous avez de la difficulté à approcher les communautés culturelles au niveau de vos 2 tables et de vos interventions? Au niveau de l'intervention, je sais que dans les organismes lavallois qui sont membres de la table chez nous, c'est difficile parfois parce que c'est une question de langue. Donc, la communication peut être plus ardue à certains moments. Il faut faire appel à des interprètes qui vont faire la traduction là, au moment de l'intervention. Et ça a des coûts. Oui. Ça a des coûts qui peuvent être lourds à porter pour les maisons d'hébergement ou pour tout autre organisme lavallois. Ceci dit, sont accueillis quand même, puis sont accueillis à bras ouverts. Ça fait partie de notre communauté lavalloise. D'accord. Puis ils sont présents au niveau de la table, les organismes qui interviennent en immigration. Oui, on a des organismes en immigration qui travaillent particulièrement avec les femmes, donc qui travaillent au quotidien avec plusieurs communautés culturelles, mais ça reste un défi de faire connaître le mouvement des femmes à Laval, de faire connaître les organismes communautaires aussi, donc les ponts sont toujours à construire. Alors parlez-nous un peu du programme de la journée, parce que je sais que les autres années, c'était juste la commémoration le soir, mais aujourd'hui, il y a un programme un peu plus détaillé. Tout à fait. Ce midi, on reçoit nos membres pour un dîner. Ensuite, on aura l'occasion de visionner le documentaire Enquête de protection qui a été réalisé par la Maison d'Ariane, qui aujourd'hui est animé par les gens de la Maison Lester de Laval. Par la suite, on va se diriger à la place Claude Léveillé où M. le maire sera parmi nous ce soir à 17h. Puis on pourra entendre l'œuvre de Mme Estelle Lemire, accompagnée du chœur de l'Université de Montréal qui sera présente. On vous invite à venir vous joindre à nous pour ce moment de commémoration. Un moment important. Merci beaucoup, Mélanie. Puis un dernier mot, Marie-Ève, pour les gens qui nous regardent. Mais peut-être pour celles et ceux qui ne pourront pas être avec nous aujourd'hui pour le dévoilement de l'œuvre, sachez que ça va être filmé, puis que sur les réseaux sociaux, vous pourrez réentendre cette composition-là pour ne pas avoir à attendre jusqu'au 6 décembre l'année prochaine. Puis on espère que vous continuerez la discussion sur les violences envers les femmes, puis que vous participerez aux actions pour que ça cesse la violence. Merci, Marie-Ève. Merci à vous. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre rubrique Culture, Tendance et Mode avec Myriam Matondo. Alors, Myriam, on dit quoi? Bonjour Hadi, bonjour tout le monde. Cette fois-ci, je vous emmène voir le Père Noël. Le Père Noël, il fait escale à Laval le 22 décembre. Et oui, parce que son traîneau est endommagé et de toute façon, il ne retrouve plus ses livres magiques. Oui, parce qu'on a toujours cru que le Père Noël possédait un livre des enfants sages, mais en fait, il en possède plusieurs des livres qui n'ont rien à voir avec la sagesse, mais qui contiennent plutôt les noms de tous les enfants du monde. Donc, dans ce spectacle, nouveau spectacle en fait de Nicolas Noël, qui s'intitule Les livres des enfants du monde, Nicolas Noël propose au jeune public un conte dans lequel il a le défi de guider son lutin Grésille, qui est devenu adolescent. Donc, dans une ambiance qui est féerique, en musique et en danse, l'émerveillement transportera les grands et les petits à partir de 3 ans. C'est une représentation qui aura lieu à 11h et à 15h à la salle André Mathieu. Donc, pour toute information et achat des billets, rendez-vous sur co-motion.ca. Cette fois-ci, on va prendre on va décoller un petit peu. Le Père Noël est à terre, mais nous, on va décoller. Parce que le Cosmodome de Laval propose un camp parents-enfants du 28 au 29 décembre. C'est une expérience d'entraînement d'astronautes, en fait, et d'essais de simulateurs qu'il faut vivre en famille, comme à la NASA, vraiment. Donc, au menu, vous avez une mission virtuelle, un essai de 2 simulateurs d'entraînement comme ceux de la NASA, une mission spatiale à bord de la navette Endeavour et puis des ateliers scientifiques aussi. Donc, vous aurez droit à une nuitée, donc vous devrez arriver le 28 à 17h et repartir le lendemain à 16h. Donc, pour toute information, inscription, rendez-vous sur le site internet du Cosmodome, cosmodome.org. Cette fois-ci, je vais vous parler de quelque chose dont on parle très rarement, les arts du cirque. Du cirque est proposé au public de 4 ans et plus les 28 et 29 décembre à 14h avec la pièce Espièglerie du jongleur, acrobate et clown Jamie Atkins. Le spectacle est décrit comme une
comme démontrant en fait un équilibre qui est fragile entre le chaos et le contrôle, entre la solitude et la camaraderie. Et le spectacle nous révèle que l'art de la persévérance a autant de valeur que le succès lui-même. C'est donc un spectacle à découvrir et puis je vous souhaite une bonne exploration. Pour terminer, je vous parle de la 34e campagne de panier de Noël. Le 23 décembre de 8h à 18h, le Centre de bénévolat et Moisson Laval sollicite l'aide de tous afin d'offrir des paniers de Noël aux familles qui en ont le plus besoin. Donc au Centre bénévolat et Moisson Laval qui se trouve au 1870 rue Michelin à Laval. Et je vais vous parler aussi d'un événement important. Le duo Les Deux Frères sera en concert à la Place Belle de Laval le 31 décembre pour un party de Noël entre 22h et 2h du matin. Info, billets, rendez-vous sur evenco.ca. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons le directeur artistique de la chorale Africa Inchouyetou, M. Flo Lundombe Poubani. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. De même. Donc, comme on l'a dit, vous êtes le directeur de la chorale Africa Inchouyetou. Mais on va d'abord s'attacher à savoir qui est M. Poubani. Qui est Flo Lundombe. Alors, M. Poubani, Flo Lundombe, voilà. Poubani, vraiment mon nom. Je suis d'origine congolaise, de la République démocratique du Congo. Ça fait depuis 2008 que je suis au Québec, particulièrement à Montréal, que j'aime beaucoup, parce que surtout à cause de la diversité que je trouve ici. Je suis directeur général de la chorale Africa Inchouyetou. Je suis parent, marié, avec 3 beaux enfants. Je suis aussi en même temps auteur-compositeur et aussi producteur, car j'ai une entreprise de production plus pour les arts de la scène. Et aussi gestionnaire en gérant plusieurs projets, dont le projet que j'ai dit que je promouvois, la chorale Africa Inchouyetou pour l'instant. D'accord. Pour être directeur artistique d'une chorale, il faut être un passionné de musique. Hein? Certainement. Voilà, donc vous faites la musique depuis très longtemps, j'imagine? Oh oui, depuis le jeune âge. Je suis grandi dans une famille chrétienne où on allait à l'église à chaque fois, donc c'était la chorale qui m'attirait le plus. Et en grandissant, je suis allé dans plusieurs chorales, plusieurs groupes du quartier. La musique, c'est comme rester quelque chose d'attaché, de très important pour moi. Et en grandissant, je ne suis resté que dans ces milieux le plus souvent. Et jusqu'à présent, je continue à le faire. Donc c'est une passion d'abord, ça c'est vrai. Et ça a été quoi le déclencheur à Montréal pour dire une chorale? Pourquoi pas une carrière solo? Pourquoi créer la chorale Africa Inchouyetou? La chorale Africa Inchouyetou a plusieurs raisons de pourquoi on l'a créée. La première des choses, c'est que, étant artiste gospel dans ma base, je voulais offrir un espace aux choristes venant de l'Afrique, de différentes nations africaines, de pouvoir se retrouver dans un groupe où ils pourront certainement promouvoir leur culture. Ce qui est la mission de la chorale Africa Inchouyetou, promouvoir les différentes cultures musicales d'Afrique. Donc on peut retrouver tout ce qui est de l'Est, de l'Ouest, de partout dans l'Afrique, dans la chorale Africa Inchouyetou. Et aussi, bien sûr, parce que je voulais aussi leur permettre de pouvoir trouver un espace où ils pourront professionnellement jouir de ce qu'ils aiment. Parce que les gens aiment, en Afrique surtout, nous, on aime la musique et on aimerait vivre de ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme qui sera professionnelle, qui pourra aussi leur permettre de pouvoir passer leur message, passer un bon moment ensemble, et aussi vivre de ça. C'est le pourquoi nous sommes là tous. Voilà. Ça n'a pas dû être facile à monter, j'imagine, regrouper les gens. Ça s'est passé quand, puis comment
Ça a pris combien de temps là pour monter cette belle équipe qu'on voit maintenant? Oui. Oh, ça c'est vrai, ça n'a pas été facile. Ben, officiellement, si je peux me permettre, officiellement c'est plusieurs années quand même que le projet existe, mais officiellement c'est en 2014. On a commencé en 2014, on a lancé le projet, une journée on a réuni du monde, des artistes, des producteurs et tout ça. On a fait des recrutements après, donc en 2014 on a recruté des choristes, on a fait des auditions, recruté des choristes. Une année et demie, on n'avait pas de spectacle, c'était juste des sessions de répétition, des ateliers de musique. On a eu quand même de grands professeurs comme Madame Savoie qui est au Conservatoire de Montréal, qui nous a donné le cours, l'artiste Chantal Parent pour les cours de voix, intensité, tout ça. Et c'est après presque une année et demie qu'on a réuni la chorale avec un répertoire de bases. On s'est connus, on a appris à se connaître, on a appris à échanger. Et ça fait aujourd'hui, je dirais, pile 2 ans qu'on est en spectacle en plein Montréal et partout ailleurs. D'accord. On parle d'une chorale de combien de membres? Puis c'est quoi? Vous avez parlé de plusieurs pays d'Afrique, mais on ne retrouve pas tous les pays d'Afrique, j'imagine. Quels sont les pays principalement qu'on retrouve? C'est une manière représentative. Voilà. La chorale, elle est vraiment une manière représentative. Mais actuellement, nous avons la RDC, nous avons l'Angola, la Côte d'Ivoire, nous avons le Sénégal, nous avons le Cameroun, nous avons les Bénin et Togo. Ouais, donc, presque toute l'Afrique. C'est ça, d'une manière représentative. Donc nous sommes sur une chorale de 15 choristes venant de toutes ces différentes nations et aussi accompagnés par 3 musiciens. D'accord. Ouais. Puis vous faites quoi dans la chorale? Je chante. À part le directeur artistique. Je chante aussi, je chante ténor, je chante avec les hommes, donc je chante ténor. Ok, vous êtes un ténor, vous avez des altos, des sopranos. Comme toute chorale. Comme toute chorale. Puis c'est quoi vos inspirations? Parce que moi, quand je vois l'image de la chorale, c'est sûr que c'est une chorale africaine, mais il y a une identité visuelle qui renvoie à des parties spécifiques de l'Afrique. Hein? Certainement, certainement. Comme je dis tantôt, c'est déjà la musique, tout ce qui est diversité musicale de l'Afrique. Et nous, la base de la chorale, c'est une chorale gospel. On évangélise d'abord la parole, l'évangile, qui est le gospel. Mais on ne se limite pas là, on s'en va où l'humanisme nous appelle, où le social nous appelle. Parce que déjà, en faisant la promotion de nos différentes cultures, ça ne peut ne pas passer par le gospel. Ça peut passer dans une chanson où on invite les gens à s'aimer la paix, l'amour, la joie, tout ça. Donc c'est vraiment là-dessus. Nos écritures sont plus basées sur ce qui est du gospel et tout ce qui est la vie sociale et l'humanisme. Voilà. Puis les langues, est-ce que vous chantez spécifiquement en anglais, en français, en lingala? La base, déjà, c'est une chorale africaine. Le Swahili. C'est une chorale africaine, donc basée d'abord dans toutes les langues africaines. Donc on chante en langue camerounaise, Côte d'Ivoire, congolais, donc on chante en Swahili, à Yoruba, en Wolof, on chante à Lingala, on chante dans tout ce qui est langue africaine. C'est d'abord la priorité. Bien sûr, on chante en français, on est au Québec, donc on n'est pas obligé, mais on chante en français. Moi, je suis du Congo, République démocratique du Congo, c'est le français. Donc on chante en français, on chante en anglais et d'autres langues si c'est permis, mais c'est vraiment langue africaine, français et anglais majoritairement. Voilà. Quelles sont les activités qui ont été réalisées au cours des années, puis les projets, mettons, à court et moyen terme? Pour aller un peu vite, le plus important, on a fait le Juste pour rire. Festival Juste pour rire. Nous avons été à le grand rassemblement des chorales du Québec qui a réuni plus de 300 choristes dont Inchieto a donné un atelier. Nous avons réalisé un CD avec l'artiste Marie-Hélène Thibert. Oui. Un CD Les Temps de la Neige. Le Temps de la Neige, oui. Qu'on demande à tout le monde dessus, c'est partout dans toutes les plateformes. On reproduit un peu ce qui se passe pendant cette période de neige. Donc l'amour, la joie, la paix, la beauté, tout ce qui se passe pendant ces périodes-là. Donc allez écouter. Et là, on a un concert le 15 décembre au Théâtre Plaza. Et ça va être aussi la reproduction du CD carrément avec la participation, bien sûr, sur les lives de l'artiste Marie-Hélène Thibert. Et on invite tout le monde à y être. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a à faire. Mais dans les années à venir, dans l'année prochaine, bien sûr, dans 2019, on va entamer une tournée du Québec d'abord. On commence par le Québec.
tout honneur. Mais oui. Voilà, on commence par le Québec, on va avancer un peu côté anglophone aussi. Et bien sûr, on est dans des projets pour le niveau international, en commençant aussi par nos pays, parce qu'on a déjà des invitations par là. Mais oui. Voilà. Puis, le chant choral en Afrique, c'est puissant. Moi, je pense au Ladysmith Black Mambazo. Il y a vraiment des grands noms. Puis, je vous souhaite d'être rendu là ou d'être d'aller même au-delà. Où vous voyez, vous, dans 5 ans, 10 ans, avec la chorale? Ou est-ce que vous avez des projets personnels en musique? Ben, avec la chorale, déjà, c'est qui est sûr que c'est dans quelques années où on se voit, c'est une chorale professionnelle digne de ce nom-là, qui représentera officiellement, étant ambassadeur de tous nos pays, représentativement, comme j'ai dit, l'Afrique, et aussi qui va représenter certainement les Québec partout où nous irons, parce que c'est grâce au Québec qu'on a pu organiser et que cette chorale a pu avoir à débuter, c'est étant ici au Québec. Donc pour nous, on est fiers de ça et on sait que c'est ça le but. C'est atteindre nos objectifs aussi, promouvoir nos cultures et avoir une chorale, une plateforme qui sera vraiment professionnelle, comme les Soweto Gospel, qu'on aime énormément. Ce sont des gens qu'on aime énormément, donc c'est aussi dans cette initiative-là pour la chorale Africa Nchi et tout. Et pour moi, personnellement, c'est vraiment dans ma carrière, étant plus producteur, j'ai plein de projets que nous allons réaliser et certainement on passera avec plaisir pour nous en parler. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, on est au temps des fêtes, puis c'est le temps des vœux et des souhaits. Avez-vous un dernier vœu, quelque chose que vous aimeriez vraiment voir se réaliser? Ben, le plus important, c'est la santé, c'est qu'il y ait plus d'amour. Quand il y a plus d'amour, je pense que beaucoup de choses négatives vont être loin de nous. Je souhaite en tout cas qu'il y ait la santé, qu'il y ait plus d'amour. Qu'on puisse s'unir, toutes les communautés. L'Africa Nchi est là au Québec, donc unissons-nous, soutenons-nous, surtout passer des bons moments de fête en famille et tout ça. Voilà. Nchietou qui veut dire? L'Afrique, ma source, ma terre, ma patrie. Tout ce qui ressemble à ça. Donc c'est Nchietou, c'est vraiment pour soutenir l'originalité et qui nous sommes. Voilà. Merci beaucoup, M. Flo Lodombe. Puis on vous souhaite de joyeux temps des fêtes. Merci à vous, pareillement, en tout cas. Merci à vous qui nous suivez à la maison. Puis on vous invite à aller assister à cette soirée de la chorale Africa Nchietou. Puis éventuellement aller aussi acquérir cet album fait avec Marie-Hélène Thibert, qui est une grande voix du Québec. Puis on vous dit à la semaine prochaine.